Bonsoir. Nous allons traiter de la géométrie en architecture. La géométrie qui est un médium de l'architecture qui nous permet de quantifier, de dessiner et de projeter. Donc, il y a toujours un hiatus entre la forme géométrique et la forme naturelle. C'est-à-dire que la nature est formée de courbes, de filaments, de volutes, alors que la géométrie est plutôt rigide, formée de cercles, de carrés, de cubes. Donc, il y a une forme d'agression quand on voit une image d'une architecture dans la nature vierge, et cela m'a toujours interpellé. Je me suis posé la question, comment trouver l'harmonie entre la géométrie, l'architecture et la nature. Alors certains l'ont trouvé par mimétisme, en essayant d'imiter la nature. C'est une posture qui a toujours été recherchée par les anciens dans l'Antiquité. On a pour mémoire dans l'Antiquité grecque ce peintre Xeusis qui participait à un concours et qui a gagné ce concours parce qu'il avait réussi à imiter la nature d'une manière tellement fidèle que les oiseaux venaient picorer la grappe de raisin qu'il avait peinte. Mais nous devons nous pencher sur les anciens, c'est-à-dire les hommes primitifs qui construisaient à l'aide de mesures qu'ils avaient sur eux, qu'ils ne pouvaient pas perdre, qu'ils pouvaient toujours trouver, c'est-à-dire le pas. La ligne permet de se projeter dans le futur. Par exemple, ici, on voit ces lignes qui permettent d'apprécier la hauteur. Il s'agit d'un hangar, la hauteur d'un hangar et d'imaginer l'espace. Alors, il faut se projeter sur un hangar qui fera 300 mètres de long. Donc, on voit l'utilité de la géométrie qui permet d'anticiper, de simuler un bâtiment en gestation. Le segment, lui, il permet de scinder les choses, de quantifier les choses, de les limiter. La ligne, elle, est infinie. Alors, dans l'architecture parasismique, on a pour habitude d'utiliser des formes simples et de les scinder, de les segmenter, de les fragmenter, parce que cela permet de juguler les contraintes qu'il peut y avoir dans le bâtiment. Par exemple, ici, nous avons des formes simples, le cercle, le rectangle, le carré, qu'on peut utiliser en architecture parasismique. Et nous avons en dessous des associations de ces formes, le rectangle pour la première figure à gauche en haut, et que l'on scinde. Alors là où il y a le nom, c'est ce qu'il ne faut pas faire, et la flèche indique oui ce qu'il faut faire, c'est-à-dire scinder la forme qu'on veut réaliser en architecture par des joints parasismiques afin de minimiser les contraintes qu'il y aura qui se retrouvent surtout dans les angles du bâtiment. Alors plus loin, on voit une forme en plus et la flèche nous indique ce qu'il faut faire, c'est-à-dire scinder toujours par des joints parasismiques la forme en plus, la décliner en forme simple. C'est-à-dire on a un plus, on la décline en 3 formes simples, alors 3 rectangles. Ainsi, on peut, en architecture parasismique, projeter des formes complexes tout en les fractionnant, en les segmentant
de manière à avoir des formes simples qui se conjuguent. Donc, on a par exemple le L, qu'on ne va pas trouver entièrement fait d'un L, parce que les contraintes se cumulent dans l'angle aigu. Donc, on va scinder le L en deux rectangles perpendiculaires qui auront un joint entre eux pour que les deux bâtiments qui sont créés puissent bouger indépendamment les uns des autres. Donc, on peut aller jusque-là par des formes complexes. Alors, il faut savoir qu'en architecture parasismique, il y a trois applications qu'il nous faut bien cerner. Il y a la conception parasismique, d'une part, la conception architecturale, l'application directe parasismique et une exécution de bonne qualité. Alors, pour la conception, l'implantation du bâtiment est importante. Et la géométrie vient en aide à l'architecture en cela qu'elle permet de distinguer quels sont les dangers que peuvent courir un bâtiment en choisissant une implantation qui est mauvaise. Alors là, nous avons différents types d'implantations où les bâtiments sont menacés par les séismes. Alors, nous avons le bord de falaise qui est menacé par des éboulements, des fauchages de versants de falaise, tout cela pendant le tremblement de terre. Il y a aussi les amplifications au niveau des failles et dans les terrains meubles en gris, la poche grise, dans les terrains meubles, les amplifications des secousses telluriques qui fait qu'on a un effet de piscine, de bassin de piscine. Le terrain est en meuble, donc les amplifications durent plus longtemps et elles sont plus lentes. Donc la géométrie nous vient en aide pour l'étude de sol, par exemple, où nous avons au niveau topographique des hauteurs de sol meuble à distinguer, des identifications d'emprise des failles qui sont susceptibles de jouer lors de la secousse tellurique et des falaises, la topographie du site, les sols montueux, comme nous en avons en Martinique. Donc, toujours les bâtiments longs qui reçoivent des secousses du sol doivent être scindés par des joints parasismiques. Donc, un bâtiment qui ferait, dont la longueur serait 10 fois la largeur, on le scinderait en 3 ou 4 petits bâtiments par des joints parasismiques, de telle manière à ce que la longueur ne soit pas supérieure à 3 fois la largeur. De même, si nous avons une galette qui risque de se déformer pendant la secousse tellurique, nous devons la scinder par des joints parasismiques afin d'avoir 4 ou 8 ou 6 petits bâtiments orthogonaux qui, eux, vont résister mieux. Donc, pour les formes parasismiques, nous utilisons des formes simples. Alors, les formes en L avec un bâtiment élancé et un bâtiment en longueur. Donc, toujours est-il qu'il faut, au niveau du changement de hauteur de bâtiment, y introduire un joint parasismique pour avoir deux bâtiments qui réagissent indépendamment les uns des autres aux secousses du séisme. Donc, je vous laisse découvrir les différentes solutions que l'on peut avoir selon la configuration du bâtiment que l'on veut créer et ce qu'il faut faire et la solution qu'on peut y apporter. Donc, il faut savoir que ces mesures-là ne sont pas restrictives. C'est-à-dire que l'architecture parasismique n'est pas une architecture qui nous contraint à faire des cubes
des parallélogrammes, des choses comme ça. On peut tout aussi bien faire des bâtiments qui ont des formes différentes. Alors ici, nous voyons des solutions correctes en haut de la page pour contreventer les bâtiments. Donc, toujours géométriquement, nous avons des formes simples et les contreventements se trouvent aux coins, aux quatre coins et en partie centrale pour éviter les effets de torsion. Alors, en bas, nous avons les solutions à éviter. Alors, les contreventements concourants, tout en bas de la page. Donc, ça, il faut éviter. Et puis, les noyaux, c'est-à-dire les centres névralgiques des bâtiments qui sont durs, les noyaux durs, qui sont décentrés par rapport à la forme géométrique de base et qu'il faut éviter. Nous voyons aussi en partie que dans les rectangles, les étages transparents sont aussi à éviter. C'est-à-dire quand on est contreventé sur trois côtés et qu'on a une façade transparente, c'est à éviter parce que le centre de torsion ne correspond pas au centre de gravité du volume et cela crée un bras de levier qui fait que le bâtiment vrille et il y a une augmentation des contraintes dans le bâtiment. Alors, nous avons aussi une correspondance à chercher entre le centre de gravité et le centre de torsion. Et nous avons 3 ou 4 exemples en haut de la slide où le centre de torsion correspond au centre de gravité. C'est-à-dire qu'on s'arrange pour avoir une architecture symétrique, cohérente. Alors, nous avons vu plus en avant que si nous n'avons pas la symétrie, nous pouvons la créer en scindant par des joints parasismiques. Donc, toujours en recherchant la concordance du centre de gravité avec le centre de torsion, afin de ne pas créer des bras de levier. Alors, ce qu'il faut éviter aussi, c'est d'avoir en élévation une toiture qui ne fasse pas diaphragme, c'est-à-dire qui ne soit pas rigide pour tenir les murs. Il y a une déformation en torsion des murs sous la poussée tellurique qui fait que si elle n'est pas retenue par un diaphragme en toiture, soit une toiture terrasse, soit une toiture en charpente métallique ou bois, si cette toiture ne fait pas diaphragme, les murs se déformeront sous la secousse tellurique. C'est un peu un effet comme une boîte à chaussures qui serait sans couvercle et dont vous pousseriez une des parois, elle se déformerait, tandis que si on y met un couvercle rigide, la déformation est moindre. Pareil, au niveau du parallélogramme, quand on a une forme qu'il n'y a pas de contreventement suivant la longueur, donc nous avons une déformation du bâtiment due au fait qu'il n'y a pas de contreventement qui reprenne les poussées latérales du bâtiment. Alors, quand le bâtiment est trop long, quand la longueur dépasse de 3 fois la mesure, on peut y mettre des refends qui limitent aussi la fragilité du bâtiment par rapport à la poussée qu'il reçoit. Donc, nous avons vu les formes basiques, le carré, le rectangle, qui sont les plus couramment utilisées en architecture. Mais il y a aussi l'option des fractales, des volutes, des entrelacs, des arabesques, qui sont très utilisés aussi. Donc, cela nous amène à des architectures qui sont un peu baroques, de style baroque, qui
séduisent l'œil, tout en gardant des propriétés de la géométrie, qui sont la symétrie, la régularité. Donc ici, nous avons le détail d'une colonne où l'architecte a utilisé des circonvolutions, des serpentins qui peuvent polyvérer à volonté et qui éblouissent la vue, qui donnent une sorte de vie au bâtiment et qui amènent une richesse recherchée par l'architecte. Donc, toujours dans les circonvolutions, nous avons des utilisations des formes géométriques, mais qui sont tempérées par des formes oblongues, dirons-nous, des formes concaves, convexes, des formes gauches, des courbes gauches, tout ça. Donc nous avons la géométrie qui est présente par les fenêtres, les volets, mais les balcons, les fausses façades, les colonnes sont traitées de manière à rappeler des formes de la nature, des formes qui ne sont pas rigides, quoi. Donc nous avons toujours cette option de mimétisme. Et la géométrie et la complexité amènent à l'abstraction. Nous avons le peintre Cézanne qui traitait toujours la pomme, les fruits, sous l'angle de la sphère et du cône. Donc, il a ouvert la voie au cubisme. Alors, ça date d'il y a 2 siècles, enfin fin du XVIIIe siècle, du XIXe siècle. Et il a traité la nature avec les outils de la géométrie, le cube, la sphère, le cylindre, et il a pu comme ça amener la peinture au stade de se débarrasser du sujet. C'est ce qu'ont fait les cubistes, Braque, Picasso, qui ont traité les paysages sous l'angle de la nature, sous l'angle de la géométrie. Les paysages naturels, les bouteilles, les violons, tous les objets, quoi, ils se sont débarrassés des objets et les ont traités de manière à oublier, se débarrasser de l'objet, qu'ils deviennent juste un support de la peinture pure, que la peinture s'exprime de manière pure. Et en architecture, cela se traduit par des formes qui ne sont pas narratives. Par exemple, ici, nous avons les balcons qui rappellent des masques ou des choses comme ça. Et Robert Venturi, un architecte américain, dans De la complexité en architecture, un ouvrage qu'il a édité, nous dit que nous devons nous débarrasser des formes narratives imitant les objets existants pour nous projeter en nous inspirant des œuvres du passé. Alors, donc, nous avons des maîtres qui ont suivi plusieurs courants de pensée, soit en architecture, soit en peinture, en général dans les arts plastiques, et qui se sont penchés sur le passé. Alors, nous avons les néoclassiques qui retournaient au classique, et nous avons les modernes qui retournaient à l'architecture pure, qui s'exprime, qui sortait de la chaumière, de la petite maison, du pavillon, et qui traitait l'architecture avec des outils de l'architecture, c'est-à-dire la géométrie, le cube, la sphère, le cylindre. Et ces projets complexes font montre d'une simplicité. Alors nous avons ici une maison pour artisans que Le Corbusier a projetée en 1924 et qui parle d'un plan carré. Donc, il a
révolutionné l'architecture dans ce sens où on ne pensait plus de manière utilitaire à l'architecture, mais on pensait à une architecture qui serait débarrassée des critères de culture, de race, et qui s'adressait un peu indépendamment à tout le monde. Il parlait de maisons, de machines à habiter. Donc, indépendamment de la culture, quelqu'un pouvait habiter ces maisons parce que c'était une architecture pure. Alors, cette maison d'artisan, elle a été conçue sur un plan carré avec une diagonale et elle ne comporte que 2 portes. Et elle a été planifiée de manière à ce qu'il y ait un atelier au rez-de-chaussée et que la partie habitable soit à l'étage. Donc, nous voyons ici que la géométrie permet d'imaginer des espaces indépendamment de l'habitant, de la personne qui va y habiter. Et c'est ce qui nous a amené à la création de lotissements plus tard, au début du XXe siècle et après-guerre, où il fallait construire pour un grand nombre de personnes. Et nous avons, dans ce sens, dû construire sans connaître les habitants qui utiliseraient nos espaces. Donc, nous avons dû faire appel à la géométrie pour quantifier ces espaces, pour les mesurer, pour inventer d'autres espaces, c'est-à-dire par exemple des menuiseries horizontales, alors qu'on faisait toujours des petites maisons carrées à carreaux. On avait l'habitude de cela, qu'on faisait machinalement. Nous avons invité le soleil dans nos maisons par des grandes menuiseries, des grandes baies. Et l'utilisation de la forme géométrique simple permet de rationaliser l'espace, c'est-à-dire de faire des économies. Comme ici, dans la maison en série pour artisans, il y avait une économie de moyens qui était mise en œuvre. Et ça a ouvert la voie à l'informatisation de la manière de dessiner. Nous n'utilisons plus le crayon pour communiquer nos plans, mais avec la mesure, le mètre, le centimètre, le millimètre, nous pouvons dessiner de manière très précise, plus précise qu'avec la main, à l'aide de l'ordinateur, nos bâtiments. Donc, elle a permis de rationner l'économie dans ce sens qu'on peut simuler le projet par avance, on peut le quantifier, on peut savoir combien il va coûter, on peut savoir sur quel poste on peut interagir pour économiser et ainsi pouvoir mieux envisager nos architectures. Alors, cette manière de penser a ouvert la voie au tracé régulateur. Donc, Le Corbusier regrettait dans son temps que les architectes avaient oublié ce médium de la géométrie qui était utilisé depuis le Moyen Âge et après, dans la période classique, par des anciens. Et Le Corbusier est revenu à ça et il regrettait que les architectes ne l'utilisaient pas. Et il a fait des recherches et il a créé un modulor, c'est-à-dire un module de mesure pour permettre à l'homme de traiter son espace de manière à trouver de l'harmonie et de l'émotion. C'est-à-dire que l'architecture, c'est l'émotion, elle doit nous émouvoir. Et pour nous émouvoir, l'une des déclinaisons du tracé régulateur, c'est le nombre d'or, le rectangle d'or, qui a été
un sujet de recherche depuis le Moyen Âge, où, suivant les harmonies qu'il y avait dans la nature, les hommes ont trouvé un rapport de 1,618 entre la longueur et la largeur du rectangle d'or. Donc, cette proportion est séduisante car elle est savante. Elle découle d'une recherche de la nature. Ici, nous avons un tracé régulateur sur une façade de Le Corbusier, c'est la maison aux enfants, qui était un mécène qui a aidé Le Corbusier. Et la composition ramène à ce qu'on trouvait en peinture aussi dans les arts plastiques, où on trouvait des lignes, des courbes qui amenaient des tensions dans le tableau, dans la peinture classique. Donc, tout cela, les trames, les rythmes, les proportions, ils ont été remises au goût du jour dans l'architecture et on trouve des diagonales, des rapports de proportion entre les fenêtres et les pleins de la façade. Et cela permet de traiter le bâtiment sous tous ses aspects, que ce soit en élévation pour les façades, que ce soit en coupe, ou que ce soit en plan de masse. On peut utiliser un tracé régulateur qui permet de trouver des rythmes, des harmonies, des proportions, des rappels qui influent sur l'espace qui sera créé par l'architecture. Donc, un exemple de tracé régulateur, c'est la porte Saint-Denis de Blondel, que l'on trouve ici. Donc, il y a un rapport de moitié à moitié sur la hauteur, toute la hauteur, et après, elle est déclinée en sous rapport de proportion qui sont rappelés ici par le tracé régulateur de la porte. Donc, remarquez toujours l'utilisation des carrés et des rectangles pour quantifier et justifier les proportions de cette porte. Donc, dans Notre-Dame, ici, on trouve des cercles. Donc, c'est un rapport de 3, un tiers, un tiers, un tiers sur Notre-Dame. Et nous avons les cercles qui accusent la symétrie du bâtiment et qui sous-tendent un peu la recherche qu'a faite l'architecte pour dessiner son bâtiment. Alors, les projets les plus complexes font montre d'une simplicité. Donc, le tracé régulateur montre la simplicité du bâtiment et qui nous éblouissent par l'incapacité que nous avons quand nous voyons le bâtiment devant nous de déchiffrer la source de l'inspiration de l'architecte. Ici, nous avons des cercles et des trames de un tiers, un tiers, un tiers. Et quand on est devant le bâtiment, on ne perçoit pas toujours cette recherche qui a été faite en amont. Alors, un esprit de synthèse et de questionnement, de remise en cause du projet a œuvré au fur et à mesure du projet de l'architecte. Alors, l'utilisation de ce vocabulaire architectural permet de clarifier et même d'éclairer le programme. Le programme architectural, au départ, est abstrait, c'est-à-dire qu'on fait appel à nous pour un musée, pour une grange, pour un atelier, pour une maison, mais c'est un programme abstrait qui se décline en nombre de pièces, en surface, en volume d'air renouvelable. Alors, en quantité de matière à utiliser, à stocker. Donc, nous,
architectes, nous devons nous approprier le programme, le mémoriser et nous en libérer afin de chercher une forme simple qui extraira du programme cette complexité qui au départ nous rebute. Donc la réponse architecturale, c'est la traduction du programme, elle doit être fidèle au programme, mais dans un langage limpide et clair et concis. C'est-à-dire que notre architecture doit révéler le programme. Le client a une attente qu'il ne sait pas dessiner et notre dessin est de magnifier cette attente qui est sous forme, nous l'avons dit, de nombre de pièces, d'articulation entre les pièces, d'éclairage, de volume d'air à renouveler, de stockage, d'air de stockage, de vide quand il s'agit de mezzanine. Donc le programme est complexe au départ et nous devons nous l'approprier et apporter la meilleure réponse adéquate à ce programme. Donc, nous devons aussi trouver une forme d'innocence et c'est la géométrie qui vient à notre secours parce que Picasso disait qu'il a passé un bon nombre d'années de sa vie à chercher à dessiner comme un enfant, à peine comme un enfant. Nous perdons cette innocence en grandissant avec la maturité et la géométrie nous permet de pallier à cette innocence. C'est-à-dire que l'architecte Louis Kahn déclara un jour qu'il commence tous ses projets par un carré. Donc, c'est une forme de base simple parce que nous connaissons deux orientations, une selon l'axe des X et une selon l'axe des Y. On prend un diagramme. Et le carré, c'est la forme la plus simple qui ne privilégie aucune des directions. Et Louis Kahn a trouvé un moyen de pallier à notre innocence, à trouver cette simplicité, cette facilité que produit l'innocence à dessiner. Et avec le carré, en faisant une combinaison, en agençant avec d'autres formes, en sculptant la forme, nous sortons du primaire, du trivial, et nous pouvons amener de la complexité à l'aide d'autres formes pour aboutir, si c'est le cas, à l'illumination, c'est-à-dire à une forme géométrique du bâtiment qui sera adéquate pour transmettre un espace où les cinq sens ne seront pas, disons, contrariés, dirons-nous, où la vue ne sera pas contrariée, où elle sera sujet d'émotion, où l'ouïe ne sera pas contrarié. C'est un espace où on aura fait attention aux nuisances sonores et ainsi de suite. Le toucher avec des matières chaudes, des matières froides, utilisation de peinture mate, de peinture brillante, de moquette, donc, en utilisant tous ces artifices, en jouant avec, l'architecte permet de projeter un espace qui pourra, disons, émouvoir celui qui évolue dans cet espace. Donc ici, nous avons une démonstration de ce que la géométrie peut faire en architecture. Il s'agit du musée d'art moderne de San Francisco, où l'architecte s'est intégré au gratte-ciel qu'il y avait dans l'environnement et il a utilisé des parallélogrammes habillés de briques bien appareillées pour dessiner des trames qui plaisent à l'œil. Nous avons un agencement de ces parallélogrammes qui dessine un vide qui s'élève vers le ciel et dans ce vide, il y a un cylindre qui est coupé à 45 degrés par un plan. Ce qui fait que quand on est de face à
une centaine de mètres du bâtiment, on voit un cercle. Alors qu'en fait, c'est un cylindre qui est coupé par un plan à 45 degrés. Donc, on voit une utilisation de la géométrie descriptive qui permet de créer un bâtiment qui s'insère dans son environnement, mais qui crée un plus, surtout un bâtiment destiné à l'art, qui amène une certaine noblesse à son environnement, une certaine richesse. Et on voit ici dans cette vue l'appareillage des briques qui permet de dessiner des détails qui réjouissent toujours notre œil, parce qu'un pan de mur, un grand pan de mur tout lisse, c'est pas sans événement, ça ne nous attire pas outre mesure, alors que s'il y a des détails comme des stries, des lignes horizontales, des carrés dessinés par des points d'ancrage de la brique dans le béton, utilisés judicieusement, cela amène une certaine variété dans l'architecture qui peut se ressentir. Et on voit dans l'arrière-plan le cylindre qui est coupé à 45 degrés avec une grande verrière qui permet d'éclairer l'intérieur. Donc, pour arriver à cela, nous nous sommes toujours tournés vers l'homme primitif qui raisonnait de manière simple. Ici, nous avons un temple primitif qui ressemble de beaucoup à celui des Hébreux dans le désert. Nous avons un parvis, ensuite un autel central où il y a les holocaustes des animaux, les sacrifices des animaux. À côté de l'autel, des ablutions pour se laver, un autel des ablutions. Ensuite, un portique qui renferme le sanctuaire en lui-même, le lieu saint, où le prêtre entre faire ses prières ou ses incantations, et où il se trouve des instruments de culte, des chandeliers, des pots à encens, alors, où aussi on a un autel aussi où le prêtre dispense ses prières. Donc, nous avons un schéma en 2 carrés avec les diagonales, le tracé régulateur, qui montre la palissade extérieure, les haubans qui sont tout autour, qui amènent une animation à la palissade. Donc, l'entrée en A et puis l'enceinte du temple. Alors, ce qu'il y a, c'est que les primitifs, ils n'avaient pas des moyens spéciaux comme nous. Seulement, ils sont allés dans la forêt, ils ont coupé les arbres qui les gênaient, ils ont fait un emplacement, ils ont amené de l'ordre, c'est-à-dire qu'ils ont piqué leur auban, ils ont créé une palissade tout autour, ça a donné un rectangle, ça a donné un carré, ça a donné un losange, et ils se sont accommodés de cet espace en le mesurant avec leurs pas, comme nous l'avons dit plus haut, avec ce qu'ils avaient sous la main et qu'ils ne pouvaient pas perdre ou égarer avec le pouce, le pied. Ensuite, dans un deuxième temps, ils ont créé des trames. Donc, à égalité, ils ont placé leur auban. Ils ont créé des trames qui rythmaient leur architecture. Et ainsi, ils ont créé une sorte de mesure, donc de la géométrie, de la mesure. Et au fur et à mesure des siècles, on a eu le mètre, qui est un 60 millionième de la circonférence de la Terre. Donc, on a normalisé, disons, les mesures, devenant plus nombreux, parce que l'homme primitif, il construisait uniquement pour sa tribu, c'était la tribu, il construisait sa case, il construisait son yurt
les gens du pôle Nord, ils construisaient son hôtel pour ses dieux, son temple pour ses dieux. Mais au fur et à mesure, quand nous sommes devenus plus nombreux, nous avons dû communiquer entre pays, entre nations, entre peuples. Et il a fallu trouver une norme pour ces mesures, pour communiquer, pour se faire des échanges. Et donc, cela est venu à nous amener à définir une norme internationale pour pouvoir mesurer nos architectures, pour les dimensionner. Nous pouvons dire que la géométrie est à la communication de l'espace architectural, ce que la parole est à la communication de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de communiquer. Il y a le dessin, il y a l'écrit qui est le devis descriptif, qui décrit les matériaux, leur mise en œuvre techniquement. Il y a les calculs qui permettent de quantifier les matériaux, de calculer leur coût avec les prix de revient. Donc, il y a plusieurs manières de communiquer en architecture, mais la principale, c'est le dessin qui permet de projeter, de décrire d'une manière simple le bâtiment. Donc, nous terminons par des citations de Le Corbusier. Le tracé régulateur, c'est l'obligation de l'ordre, c'est une assurance contre l'arbitraire et il procure la satisfaction de l'esprit. Donc, comme nous l'avons vu, les différents rectangles d'or, nombres d'or, ce sont des proportions que les anciens ont trouvées par le calcul en observant la nature et qui nous satisfont à travers notre œil. Donc, il dit bien le tracé régulateur est un moyen, ce n'est pas une recette, mais son choix et ses modalités d'expression font partie intégrante de la création architecturale. Donc, ce tracé régulateur, c'est un outil que la géométrie nous donne pour pouvoir créer de l'harmonie. Et je vais terminer par des projets réalisés en Martinique. Donc, celui-là, c'est à Ducos. Donc, c'est une villa qui est de dessinateur vulgaire, mais il m'a été demandé d'aménager le sous-sol en 2 appartements. Donc, le haut, les 2 étages du haut sont d'une villa qui existait depuis les années 70, dirons-nous. Et il a fallu aménager le bas. Donc, pour pouvoir m'intégrer à l'architecture existante, trouver, dirons-nous, un plus. Donc, j'ai pensé à ces 2 escaliers qui amènent la symétrie, à réutiliser les terrasses avec des cercles qui permettent d'amener un petit côté moins rigoureux, moins régulier à l'architecture, qui était, disons-nous, disparate. Il y a des menuiseries de toutes les dimensions, il y a des impostes, des menuiseries, il y a les ouvertures des terrasses dans le haut. Donc tout cela, ça ne créait pas spécialement de l'harmonie. Donc en augmentant cela, en amenant des cercles, j'ai amené un peu de chatoiement à cette architecture. Encore un autre projet qui se trouve au Lamentin, où dans le traitement de la toiture, celui-là a été fait de A à Z, mais dans le traitement de la toiture, j'ai essayé de trouver un petit côté chatoyant, comme les pagodes chinoises, dirons-nous. Un petit côté japonisant pour la toiture, parce que nous avons des contraintes budgétaires qui font qu'on ne peut pas se permettre tout le temps de faire une fausse façade, un plus artistique dans l'architecture.
un côté qui dépend du maître d'ouvrage, qui doit, indépendamment du côté économique, se soucier du fait que l'architecture ne lui appartient pas, qu'elle appartient à celui qui regarde. Et celui qui regarde, il doit être émerveillé par ce qu'il voit. Il doit s'intégrer, l'architecture doit s'intégrer harmonieusement dans le site. Donc, tout dépend du maître d'ouvrage, mais s'il n'est pas contraint économiquement, auquel cas il n'y a pas d'architecture possible, ou alors c'est une architecture vernaculaire, ou alors c'est une architecture pauvre en recherche architecturale, il peut consacrer une partie de son budget à embellir son projet. Donc, un troisième projet est un atelier qui se trouve à Rivière-Salier. J'ai utilisé la symétrie pour les menuiseries, les façades, les fenêtres, pour pouvoir amener un caractère, entre guillemets, pur à cet atelier. Ce sont des bureaux qui y a à l'étage. Et j'ai utilisé une toiture monopente pour recevoir des panneaux photovoltaïques. Donc ça donne un volume simple et qui permet une économie de moyens, et tout en ayant un aspect où on sent que le bâtiment a été dessiné, il a été projeté par avance et qu'il n'a pas été fait de briques et de braques en autoconstruction au fil des ans, où il y a eu l'intervention d'un architecte qui a pu résoudre certains problèmes que posait le bâtiment, le programme, en donnant une réponse qui est un langage. L'architecture doit parler aux gens. Donc, elle doit parler par la symétrie, par la régularité, par la variété. Elle doit amener aux gens un peu de poésie dans leur vie. Nous, architectes, nous devons utiliser les moyens simples, des cubes, des sphères, des octogones, pour pouvoir décliner des bâtiments qui nous réjouissent. Je vous remercie de votre attention et s'il y a des questions, nous y répondrons volontiers. C'est toujours un choix pour s'intégrer à l'environnement. L'environnement est devenu très présent de nos jours et pour nous intégrer, c'est toujours difficile. Donc, il faut faire un choix. Soit on se fond dans l'environnement par mimétisme, soit on vient par contraste s'intégrer, s'insérer dans cet environnement. Et selon le matériau qu'on emploie, le choix est fait. Donc, le béton armé, c'est un matériau qui a permis de faire des formes de courbes, des formes oblongues, des formes gauches. Et nous avons Brasilia qui a, au fait de l'architecture moderne, a vu éclore des architectures aux formes, disons, peu conventionnelles. Et nous avons des architectures comme le MoMA de Bilbao, en Espagne, en utilisant le titane. L'architecte a pu faire des prouesses qui nous éblouissent. Mais tout cela, ça demande un choix, quoi. Parce que de notre côté, nous avons des bâtiments cubiques de l'architecture qui, en contrastant avec la nature, amène un certain équilibre, quoi, entre les courbes, les fractales qu'on trouve dans la nature et la rigueur que donnent les formes rectangulaires, orthogonales. Donc c'est un choix à faire et nous, architectes, nous sommes confrontés à cela. D'ailleurs, dans les permis de construire, dans les dossiers de permis de construire, il y a une demande de pièces d'insertion au site pour évaluer
la qualité du bâtiment dans son site d'accueil. Donc, nous devons nous soucier de nous intégrer au bâti existant ou alors à l'environnement existant dans nos projets. Et ça, le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le client, n'en a pas toujours conscience. Il pense toujours à son bâtiment, que c'est son bien à lui. Il ne pense pas que ce bien va être regardé, va être jugé par les hommes qui seront confrontés. Donc, pour les formes gauches, nous les trouvons dans les outils de design, les accessoires de design que l'on trouve dans le commerce, soit des lampes, soit des chaises, des tabourets, des tables, des objets de design où on utilise des courbes souvent. Dans les voitures, dans l'aéronautique, les avions, nous avons des formes gauches, des formes courbes qui sont, disons, agréables au toucher, qu'on caresse, qu'on suit de la main. Et nous pouvons utiliser ces formes dans l'architecture, mais seulement elles ne sont pas encore démocratisées parce qu'elles sont très, très onéreuses. Ce sont des logiciels spéciaux qui calculent ces formes-là. Non seulement cela, mais ce sont des machines aussi spéciales qui les profilent avec des programmes informatiques très complexes qui ne sont pas encore arrivés dans le commerce, mais qui sont l'architecture de demain. Nous aurons des architectures aux formes bizarres, aux formes oblongues, aux formes ergonomiques qui vont épouser la forme que leur donne la soufflerie pour l'aérodynamisme. Nous aurons tous ces formats qui vont épouser la forme de la préhension de la main, du corps. Donc, nous aurons toutes ces études-là qui vont faire partie de l'architecture, qui vont nous donner des formes d'une nature virtuelle, dirons-nous, une nature qui dépend de notre première nature initiale et qui sera ergonomique, qui sera agréable. Il n'y aura pas d'angle où on peut se cogner. Nos gestes vont épouser cette architecture, elle va nous envelopper pratiquement, et puis elles vont nous ramener à notre cocon initial. Ce sont des formes d'œufs, des formes ovoïdes qui vont naître de l'architecture de demain. Ça, on peut le voir déjà au niveau du dessin, mais dans la réalisation, la majorité de nos architectures sont des architectures basées sur le carré, le rectangle, l'angle droit, parce que c'est ce qui vient naturellement à l'homme. Quand l'homme arrive sur un terrain, en général, cette parcelle, elle est rectangulaire, elle n'est pas ronde. Ça dépend de sa culture, parce qu'en Afrique, nous avons des peuples africains, des primitifs, qui, premièrement, pour faire la palissade de leur village, faisaient un cercle. Et il y avait chaque case, c'était un petit rond, chaque hutte, c'était un petit cercle qui amenait une centralité où on pouvait faire le feu, où on pouvait se retrouver tout à la ronde. Nous avons en Martinique la ronde damier, où les spectateurs font le tour et au centre se trouvent les danseurs. Donc nous avons ces formes-là qui sont dans nos gènes. Donc je disais que l'architecture que nous avons le plus démocratisée, c'est celle qui nous vient d'emblée dans la société occidentale. C'est les axes abscisses ordonnés, XY, rectangulaire, l'angle droit, tout ça. Ce qui a donné les projets que nous avons. Et dans notre fort intérieur, cela nous habite, c'est dans notre ADN. Nous raisonnons comme cela. Nous sommes dérangés quand nous voyons quelque chose qui sort de l'ordinaire. Mais nous y viendrons au fur et à mesure
parce que l'outil que nous utilisons, c'est un outil très puissant, le dessin, et avec l'informatique, il deviendra de plus en plus proche de la réalité. Nous aurons même des visions en 3D de nos projets avant même qu'ils soient réalisés, où nous pourrons mesurer à notre gré l'ambiance qu'il y aura dans ces projets. Donc tout ça pour vous dire que la géométrie est un outil précieux de l'architecture qui permet de distinguer l'architecture de la construction, disons, de l'autoconstruction. Parce que l'autoconstruction, elle a ses qualités. D'abord, elle répond à un besoin immédiat qui est de loger son occupant. Un besoin économique, c'est de pallier au moins cher parce que en général, l'occupant n'a pas de quoi se payer les services d'un dessinateur, d'un architecte, et qui donne une architecture vernaculaire qui évolue avec le temps, toujours pour des raisons économiques ou pour des raisons de famille, où la famille s'agrandissant, il faut que l'architecture soit flexible pour ajouter des pièces au fur et à mesure. Donc, nous distinguons l'autoconstruction de l'architecture qui, en elle-même, est une science qui permet de simuler le projet avant coup, de voir ce qu'il va donner dans la réalité et d'apprécier même l'après-projet, c'est-à-dire son démontage, sa démolition. Et nous en venons à cela au fur et à mesure que nous évoluons, quoi. Nous avons la maintenance du projet aussi à prendre en compte. Tout ça, ça nous vient de l'architecture qui a permis cette vision du bâtiment dans lequel nous habitons. On va clore ici notre webinaire. Donc, le CAIE vous remercie d'avoir répondu à son invitation. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et merci de votre attention.